Elle est éditorialiste politique de France Télévisions depuis très longtemps. Ça fait d'elle une observatrice privilégiée de la vie politique, une observatrice privilégiée et de talent de la vie politique française. On aura sans doute l'occasion d'en parler. Vous vous souvenez sans doute combien elle nous avait charmé l'année dernière, aux Idées mènent le monde aussi, avec ce merveilleux livre consacré à la dernière histoire d'amour, et si belle histoire d'amour de Clémenceau. Le titre est toujours aussi ravissant à dire et à lire. Je vous aiderai à vivre, vous m'aiderez à mourir. Avec son deuxième roman, L'ombre d'un traître, Nathalie Saint-Cricq confirme, si besoin était, un vrai talent de conteuse. Avec L'ombre d'un traître, on replonge dans les années 60. Les remugles de l'après-guerre ne sont pas encore complètement évaporés, mais on est dans une période de reconstruction et d'espoir, bien sûr, aussi. Avec L'ombre d'un traître, on découvre, nous sommes le 18 juin 1960, 20 ans après l'appel du 18 juin, le général de Gaulle inaugure en grande pompe le mémorial du Mont Valérien. Merci beaucoup, le mémorial du Mont Valérien. Et on frôle l'affaire d'État. 63 ans après, Nathalie Saint-Cricq exhume l'affaire du caveau numéro 4 du mémorial du Mont Valérien. Nathalie Saint-Cricq. Bonjour Nathalie. Bonjour. Une fidèle des Idées mène le monde. Chaque année, oui. Pour la deuxième année au moins. Dites-nous, nous voilà plongés avec cette histoire, et on parlera après de votre carrière d'éditorialiste politique. Comment est venue cette idée? Comment avez-vous découvert cette histoire de ce Robert B., inhumé dans le caveau du mémorial du Mont Valérien, et qu'on retire prestement le 17 juin 1960? Alors, je suis désolée pour ceux qui par hasard auraient déjà entendu cette réponse. On faisait les éternelles cérémonies du 11 novembre à France Télé. Quand je dis éternelles, c'est-à-dire que tous les ans, on fait le 11 novembre. Faut meubler. Enfin, tous les ans, il n'y a pas de discours et tous les ans, on cherche des choses à raconter. Donc, en l'occurrence, c'était une date particulière puisque c'était l'inhumation du dernier compagnon de la Libération. Ça a fait de l'écho, là, ou ça va? On a un peu d'écho, nous, mais pas dans la salle. Bon. Qui était Hubert Germain. Et comme je discutais avec une jeune femme historienne, je lui demande les critères, parce que c'est toujours étonnant pour le soldat inconnu, on sait comment ça s'est passé. Mais pour le Mont Valérien, il y a 15 personnes qui ont été choisies, tirées au sort, sur des listes. Et je lui dis, mais comment s'est fait le choix? Et elle me dit, rapidement, et puis elle me dit, mais on y rentre et on en sort. Alors je me dis, sortir du Mont Valérien, ça doit vouloir dire qu'il y a une famille à qui on a dit, votre mari, votre frère, votre père, votre sœur, ou à une femme, votre femme, parce qu'il y a 2 femmes au Mont Valérien, et j'imaginais l'opprobre, l'horreur de recevoir... Après l'honneur, le déshonneur? Oui, parce que je pense que l'honneur a été très public, c'est-à-dire que les noms ont été communiqués dans les journaux, il y a des cérémonies qui ont duré 2 jours. En 45. Je me dis, imaginons que ça me soit arrivé, j'aurais de parler à mes voisins, à ma famille, à tout le monde, et un jour on vous dit, on s'est trompé, c'était pas un type bien. Et je me dis que ça doit être quelque chose d'assez glaçant, et à partir de là, ça a dormi un peu dans ma tête, et j'ai rappelé la dame 6 mois plus tard en lui disant, mais votre truc là, c'est une blague ou c'est vrai? Et je me suis rendu compte que d'abord c'était vrai, et qu'ensuite personne n'avait jamais... Oui, c'est ça. C'était totalement passé inaperçu, y compris de tout ce Alors, c'est passé inaperçu parce qu'on a voulu que ça passe inaperçu pendant les 30 années, mettons, 55, 65, oui, pendant les 25 ans qui ont suivi la guerre. Et puis, c'est passé inaperçu après, à mon avis, parce que les gens avaient on avait la tête substitué. ailleurs. Et voilà qu'on n'était plus dans la logique de commémoration et tout ça. Mais ça reste quelque chose d'assez... Enfin, c'est pas amusant, mais c'est intriguant. Et la façon dont ça a été enterré est assez étrange parce que au finish, les choses, il est sorti. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de honte quand on va aujourd'hui au Mont Valérien. Il y a des corps de gens comme Bertie Albrecht qui s'est suicidée pour pas parler sur la... Elle avait été torturée une première fois
Mais il n'y a pas de traître. Maintenant, les choses ont été faites proprement. Mais ça a pris 15 ans et ça a été fait en secret. Et vous voilà lancé donc dans une enquête historico-policière. Et c'est là que votre talent de conteuse, je le disais, va faire son œuvre. Vous, toujours un peu à l'instar de ce que vous avez fait l'année dernière avec Clémenceau, vous appuyez toujours sur des faits que vous avez... Il vous faut des faits réels et historiques avant de partir et que la fiction tisse sa toile autour. Pardonnez-moi, je ne suis pas sûre d'avoir une imagination suffisante. Enfin, on en parlera. Pour oser inventer des histoires. D'abord, j'aime beaucoup les histoires qui se passent il y a quelque temps. D'abord parce que j'apprends des choses en travaillant et que je suis assez, pas hostile, mais pas tellement familière avec tout ce qui est de l'autofiction, c'est-à-dire les gens qui racontent leur vie. D'abord peut-être parce que j'ai pas grand-chose à raconter, ou peut-être parce que par pudeur, ou parce que je pense que tout le monde a fait le tour de ce genre de choses. Donc j'aime bien. Alors tu l'as dit, j'ai dit j'aime bien, j'ai fait que 2 livres, j'ai pas non plus derrière moi. J'aime bien que les gens apprennent des choses ou soient surpris, et moi aussi d'ailleurs. Donc je préfère travailler sur cette période-là, comme sur la période de Clémenceau, parce que je trouve ça plus romantique, intéressant, plutôt que de raconter des choses. Et puis il y a énormément de livres en ce moment qui se passent aujourd'hui, avec des histoires quelquefois très tristes ou très... Bon, ça, j'ai pas envie. J'essaie plutôt de faire des livres comme ceux que j'aime bien lire, où ça embarque. Un peu comme des livres qu'on a envie de lire, qui sont non pas joyeux, mais où il se passe des choses. C'est pour ça que j'ai essayé de l'écrire comme un polar, pour que les gens... moi, l'idée qu'on soit là, au chapitre 2 et qu'on ait envie de commencer le chapitre 3 et de ne pas fermer la lumière alors qu'on devrait se coucher, ça me fait plutôt plaisir. Donc, mon éditrice m'a poussé comme ça. Et en plus, c'est vrai que c'est pas tellement dans l'époque ce que je fais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de violence, enfin s'il y en a, mais surtout une violence symbolique, et pas de sexe, je m'en excuse. En fait, il n'y a rien de ce qui est un peu dans l'air du temps. Mais il y a beaucoup d'humour. Donc, ah oui, bah ça, heureusement qu'il me reste ça. Voilà, donc c'est juste parce que j'aime bien les histoires du passé, et après ça, je peux me permettre, enfin plus exactement, j'ai suffisamment d'imagination pour raconter l'histoire à ma façon. Mais je trouve ça passionnant de trouver des vraies histoires, et pour le coup de les exhumer elles aussi. Et donc on part à la trace on suit les traces de Désiré Février, un apprenti journaliste. Alors il est maintenu dans un obscur service comptable de François à l'époque, et il découvre, parce qu'il a fort opportunément une jeune, sa fiancée, qui travaille au ministère des Anciens Combattants et qui lui apprend l'histoire. Ce Désiré Février, on reviendra tout à l'heure, s'appelle La Fouine. La Fouine, c'est un petit peu Nathalie Saint-Cricq aussi Alors, physiquement, j'espère pas. Mais oui, maman m'appelait comme ça parce que j'avais toujours tendance à vouloir savoir ce qu'on ne me disait pas ou ce qu'on me cachait, encore plus. Et je trouve ça marrant parce que c'est vrai que dans l'orphelinat dans lequel il a été élevé, puisque c'est un orphelinat que je connais, parce qu'il est de ma ville natale, non pas que j'y sois passé, mais parce que moi je suis de Tours, et c'est un orphelinat qui est l'orphelinat de Tours. Il y avait des surnoms, des totems, un peu comme chez les scouts, pour chacun des gamins. Et lui, mais il est fouine au début, pas par journalisme, il est fouine parce qu'il va chercher de la nourriture parce qu'ils sont sous-alimentés. Voilà, parce qu'il fait des tours de cochon au curé, parce que il essaie de s'en sortir, vu que les débuts dans sa vie ont été difficiles, en fouinant. Et donc il y a un peu de tout, mais il est très jeune, et lui-même fait une enquête. C'est-à-dire qu'il y a une enquête dans l'enquête. Exactement. Parce que lui fait une enquête sur ses origines, c'est-à-dire qu'il est orphelin, il s'est retrouvé dans un orphelinat, et il naît en 40, et il ne sait pas d'où il vient. Mmh. Et il ne veut pas savoir, mais il s'inquiète quand même. Mmh. Il doit y avoir quand même des idées, des doutes dans son esprit, effectivement. Il y a des traces. Sa mère, elle lui a laissé, qui est décédée, effectivement. Il trouve dans ses papiers, ce qui est l'expression correcte, qui est père non dénommé. Non dénommé. Donc il se demande, voilà, parce qu'il est assez... Bon, on ne dira pas la fin. Hein. Non. Qui était ce Robert B. dont vous ne dites jamais le nom? Alors, Robert B., là,
a existé totalement. J'ai sa photo, j'ai son dossier. Enfin, j'ai son dossier parce que je l'ai cherché. D'ailleurs, si on est un peu malin en cherchant sur Internet, on trouve des choses. Alors, je l'ai pas mentionné. J'ai pas mentionné son nom, bien qu'il n'ait pas eu d'enfant, parce que c'est un nom qui est assez courant en Lozère, qui est l'origine de sa famille. En me disant, comme ce nom assez courant, j'aimerais pas qu'il y ait quelqu'un, le fils d'un de ses frères ou de je sais pas quoi, qui on puisse risquer de dire dans la cour de récré ou dans son boulot, bah dis donc, le mec de ta famille, c'était pas terrible. Donc je me suis dit que c'était pas utile de mettre plus. Et j'ai fait la même chose pour l'abbé, qui a bien existé. Et qui sympa, l'abbé. Qui était quelqu'un de très, très... Enfin, qui vraiment martyrisait les orphelins. Et il s'appelle Poirier dans le livre. Et en vrai, il a un nom d'un autre arbre fruitier. Donc, c'est pas hyper difficile. C'est juste que... Alors, l'abbé, en l'occurrence Poirier, voilà, n'a pas eu d'enfant. Mais je me dis qu'il y a toujours une possible parentèle du côté du cousin et que je ne tiens pas à me voir un procès aux fesses pour parler vulgairement. Et ce Robert B. est quelqu'un qui est un jeune garçon né donc de père non dénommé. Sa mère était fille-mère. On retrouve tout, vous savez, on retrouve les actes de naissance, on retrouve les actes de décès. C'est l'administration française, ça. Non, mais ça a du bon pour nous. On retrouve, il s'est marié une fois avant la guerre. On sait ce qui s'est passé, pourquoi il a divorcé. De même que pour sa nouvelle femme, on sait qu'elle a divorcé 3 fois en ayant porté plainte. Enfin, je veux dire, on parlera de Marie-Flavie. Marie-Flavie, personne charmante. Et vous retrouvez tout. Vous retrouvez dans les dossiers militaires sa taille, son poids, sa tête. Il avait le nez cassé. On retrouve une photo. Et on retrouve ses décorations ou non dans la période de la drôle de guerre, dans la période 39-40. Et puis on retrouve son jugement dans les archives allemandes. Et on retrouve les procès-verbaux instruits dans les archives françaises. Et on retrouve la lettre que sa femme a écrite au général de Gaulle. On retrouve même l'enveloppe. Qu'on retrouve dans votre livre. Et ça permet de travailler. C'est-à-dire que finalement, la part d'invention, c'est même pas de l'invention, c'est une façon de le raconter, parce que vous avez tout. On a le témoignage de ses copains, des gens qui ont été à la prison de Fresnes en même temps que lui. On sait même qu'ils se parlaient par les conduites d'eau chaude ou de gaz, je me souviens plus. Enfin, tout est répertorié avec un soin extrêmement... On sait à quelle heure il a été exhumé. On sait à quelle heure. On sait quelle est la voiture qui a transféré le corps du suivant. On sait à quelle heure il est parti de... Je crois que c'est de Nice. Enfin, quand on travaille, on a tout. Vous voyez, plus les recherches à côté dans les journaux, mais plus le fait de se déplacer pour aller voir un certain nombre de choses. Voilà. Dont à Pau, vous êtes venu aux archives militaires Place de Verdun. En fait, à Pau, je ne suis pas venu. J'ai profité de la bienveillance du lieutenant. Et d'ailleurs, elle est dans la salle, on la salue. Colonel Abadi, qui s'occupe des archives militaires, pour lui demander, puisque toutes les archives armées, gendarmerie sont ici, je lui ai demandé de fouiner un peu pour moi. Parce qu'en fait, comme les archives sont décentralisées dans toute la France, il aurait fallu que j'aille à Metz, à Caen, à je sais pas quoi, à Dunkerque, dans le sud, à Pau. Et puis, comme je suis quand même censé travailler. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai pas de congé sans solde pour faire mon livre. Il fallait mieux quand même que je puisse. Mais il y a beaucoup de choses, on trouve plein de choses. C'est formidable. Quand j'ai appelé en Vendée, parce que la femme de Robert B est née à Falleron, en Vendée. Je lui ai demandé de le chercher. Elle m'a envoyé les trucs en 1 heure. J'ai su la profession de la mère, si elle avait eu des sœurs, des frères, quand ils étaient morts. Enfin, j'ai cherché après comment elle était décédée, à quelle heure, quand, comment, qui l'avait trouvée. Il y a même les archives sur les pompes funèbres pour savoir si c'est enterrement de première classe, deuxième, ou fosse commune, ce qui n'existe plus. Mais tout est extrêmement précis. Qu'est-ce qu'on ressent quand on touche du doigt ou quand on reçoit maintenant par Internet des confirmations? Est-ce que on est
partagé entre un sentiment d'excitation de ce qu'on trouve, de surprise aussi, finalement de trouver tout ça? Bah oui, c'est excitant. Bah, ce qui est excitant, c'est par exemple de découvrir une photo, parce que c'est quand même difficile d'écrire sur quelqu'un quand on n'a pas sa tête. Quand on a sa tête, tout de suite, il faut avoir sa tête, il faut avoir son métier, il faut... C'est sa vraie photo qui est en couverture? Non. Non. Non, mais alors franchement, pour ceux que ça intéresserait, vous tapez le nom de sa femme qui est complet dans le livre et vous cherchez époux Marie-Flavie Davio et vous tombez sur lui. Donc c'est pas non plus besoin d'être Sherlock Holmes ou Hercule Poirot pour en arriver là. Oui, c'est très excitant. Et puis quelquefois c'est décevant quand vous voyez un mail, vous dites qu'est-ce qu'il va y avoir dedans, moi, c'est ce que j'ai trouvé très, très positif. D'abord, ce que j'aime bien, c'est chercher. C'est-à-dire, je me dis, il faut que je trouve la fille de monsieur Untel. En plus, en général, j'avais des gens qui avaient un nom totalement banal. Vous voyez, quand vous cherchez, je sais pas quoi, Gisèle Durand, vous dites, ça peut être commode. Bon, j'aime bien chercher comme ça. Je retrouvais les orphelins de l'orphelinat qui m'expliquent comment on vivait, pour ne pas raconter des salades. Retrouver la fille d'un compagnon de Fresnes pour savoir s'ils sont... Parce que moi, je me suis quand même heurtée à une époque où les gens ont disparu. C'est-à-dire que Clémenceau, c'était pire, mais j'avais des descendants de Marguerite. Là, j'ai des descendants, ils n'en ont pas eu. Ils n'ont pas eu d'enfants. Donc, je peux fouiner partout. Je n'ai pas beaucoup d'occasion de trouver. Mais quand quelqu'un, tout d'un coup, dit « Ouais, j'ai trouvé ça ». Et puis après, les gens se sont pris au jeu. C'est-à-dire que j'ai des archivistes qui m'ont rappelé 15 jours plus tard en me disant on a quand même trouvé ça. Et même si c'est des choses petites, le cadastre, retrouver l'endroit où ils avaient leur débit de boisson. J'y suis allée, c'est à côté de chez moi. Bon, ça a été détruit, mais j'ai retrouvé des cartes postales de l'époque. Ça permet de s'imprégner. Quand vous retrouvez une carte postale de 1930, sur la rue des entrepreneurs en l'occurrence, vous voyez le magasin qu'ils tenaient. Alors ça peut être l'air idiot, mais tout ça... Non, pour la part de fiction et pour l'écrivain, bien sûr. Oui, puis ça permet de se faire une idée de comment il a vécu quand il est déporté. Ce qu'on mangeait à cette époque-là. Ce qu'on mangeait à cette époque-là. Le fait qu'il y ait des tripiers alors qu'on n'en trouve plus. Et en plus, quand on écrit quelque chose qui se passe soit en 45, soit en 60, faut pas faire d'anachronisme. C'est-à-dire que personne, il n'a pas une voiture électrique ou une Tesla. Enfin, là, c'est mes gros sabots, là, mais... Il faut essayer de retrouver ce qu'on écoutait à la radio, si on avait des petites radios, ce qu'on avait comme voiture, le coût de la vie, ce qu'était un salaire à l'époque quand il était petit. Est-ce qu'il y avait des crieurs de journaux encore dans la rue? Et à cette époque, eh bien non, ça s'est arrêté en 57. Oui, il y a plein de recherches à faire, mais ça c'est plutôt drôle, on apprend des trucs. Et la part de fiction, parce qu'effectivement, il y a toute une galerie de portraits autour de Robert B. Et on reviendra un petit peu quand même sur la carrière de Robert B., si je puis dire. Désiré Février, et puis on a Maurice, qui est un personnage extraordinaire, bien, moi. Tenancier de bar, qui prend sous son aile protectrice ce jeune Désiré, il lui file son petit déjeuner tous les matins. Marie-Flavie, évidemment, on s'attardera un petit peu tout à l'heure, Colette, Henri de Prévôté. Est-ce que ces personnages-là, vous êtes issus d'une famille de résistants aussi, est-ce que vous êtes allé puiser dans votre panthéon familial aussi quelques personnages? Alors, je suis allée puiser dans ce que j'entendais à la maison quand j'étais petite, sans toujours tout comprendre. C'est-à-dire, on parlait beaucoup politique et beaucoup de la résistance, notamment sous l'aspect politique, c'est-à-dire les factions, disons, la lutte qu'il pouvait y avoir à la libération entre socialistes, communistes, gaullistes, une je crois que mon grand-père et ma grand-mère et mes grands-mères et mes grands-pères m'ont raconté une certaine la vie quotidienne, c'est-à-dire pas les trucs qu'on peut voir dans les films, mais la méfiance qu'il fallait avoir pour tout le monde, mais ne serait-ce que les cartes de rationnement, les cartes d'alimentation, ne serait-ce que tout ça. Donc j'ai été familiarisée, et j'ai été familiarisée aussi avec une certaine forme de complexité à qualifier
un certain nombre de personnes. Alors, ce que je dis n'a pas l'air clair. Je ne voulais en aucun cas que dans ce livre, on mélange tout. C'est-à-dire que le livre en arrive à une forme de relativisme qui est de dire oh, résistant, pas résistant, c'est plus compliqué. Voilà, la vie, il y avait une zone grise. C'est vrai qu'il y avait une zone grise. Mais puisque moi, je pars d'un principe qui est l'hommage de la nation à des personnes, si on rend hommage à quelqu'un, ça serait mépriser. Enfin, il faut que la personne soit véritablement digne de cet hommage. Je ne porte pas de jugement. Je ne dis pas que j'aurais été bien pendant cette période. D'ailleurs, c'est une question qui est transverse dans le livre, avec probablement une question que tout le monde s'est posée au moins un jour. Qu'aurais-je fait ? Qu'est-ce que j'aurais fait ? Et on a, enfin moi peut-être personnellement, j'ai pas le quart du dixième du début d'une réponse, parce qu'il y a des gens qui se révèlent courageux, alors qu'on pensait qu'ils ne l'étaient pas. D'autres qui sont des grandes gueules et qui ne l'ont pas été. On ne sait pas comment on réagit si on tient vos enfants, vos parents, votre femme, votre frère, votre sœur, qu'on menace de les tuer. On ne sait pas comment on réagit à la douleur, à la torture. Donc, je me garde bien de porter le moindre jugement. Ça serait lamentable et vraiment minable. Mais, à côté de ça, et c'est ce que je défends, des gens qui ont été d'un courage admirable, on ne va pas les honorer de la même façon que des gens qui avaient peut-être leurs raisons, mais qui, pour le coup, ont balancé leur réseau, sans torture. Parce que, faire toujours très attention, je ne suis pas dans le jugement. Voilà, donc, chez moi, toutes ces questions étaient débattues. Est-ce qu'on doit dire le même mot, à savoir le mot déporté, quand il s'agit de déporter du travail, c'est-à-dire des gens qui sont partis au STO, service du travail obligatoire, et ceux qui ont été déportés dans un camp de concentration. Alors, ça peut sembler des querelles byzantines, mais toute l'après-guerre a été... Bien sûr, imprégné. C'était le sujet. Mais même De Gaulle, et même les autres présidents, les cartes de résistants, à partir de quand vous dites que quelqu'un est résistant ? Est-ce qu'il doit avoir été dès le début 44 ? Est-ce que s'il s'est battu merveilleusement fin 44, libération de Paris, mais pas avant ? Résistant, pas résistant. Donc toutes ces questions, l'histoire des malgré nous en Alsace, les gens qui ont été obligés de se battre sous uniforme allemand, qu'est-ce qu'on fait ? On leur donne une pension ? Donc ça a l'air peut-être bête, mais c'est des questions philosophiques assez marrantes. Mais enfin, il n'y a pas que ça dans le livre, hein, parce que tout le monde va dire que ça va être un truc mortel. Il y a plein de... C'est juste que pour Henri de Prévôté, il y a quelques échanges où le jeune flamboyant Désiré veut tout faire péter, connaître toute la vérité, et que l'autre lui dit c'est peut-être pas le moment là, on va pas les soulever des trucs, on n'a rien à y gagner, et il le freine un peu. Parce que Robert B, effectivement, vous avez découvert, il a été résistant. Un peu. Il y a des témoignages qui plaident un peu en ce sens, et évidemment, il y en a d'autres qui révèlent une autre facette. On le soupçonne d'avoir donné des informations aux Alliés, mais de les avoir données également aux Allemands. Il a été accusé d'être agent double. Ça, ce sont des choses sur lesquelles il est un peu flottant. Les choses sur lesquelles il n'est pas flottant ou que l'on sait, c'est que pour le coup, il y a une petite poignée de gens qui ont été arrêtés, alors qu'il était le seul à savoir où ils étaient et ce qu'ils avaient fait avec beaucoup de détails. Je pense que c'était quelqu'un qui était un débrouillard. C'est-à-dire qu'il voulait s'en sortir, peut-être aussi en raison de son histoire personnelle. Et mais on peut dire aussi qu'il a été blessé et décoré en 39-40. Et d'ailleurs, on lui a laissé sa médaille, même si ça a été discuté, en disant que c'était une médaille acquise au titre de faits antérieurs et qu'on n'allait pas le dégrader de quelque chose puisqu'il s'était battu en 40. Donc là-dessus, les choses sont... Mais... Si vous voulez, il y a tout ce qui aussi traverse le bouquin, indépendamment de l'enquête façon polar, c'est est-ce qu'il faut savoir la vérité ? Enfin, est-ce qu'il faut savoir ? Est-ce qu'il faut connaître exactement la vérité ou se laisser bercer par ce qu'on appelle le roman national ou le récit national qui est un petit peu en dessous, qui est ce qu'on a envie de croire sur notre histoire, ce qu'on a envie de croire sur notre passé et la façon dont on nous a appris tout ça, qui est
quelquefois noire ou blanche. C'est-à-dire, mais c'est vrai surtout quand on relit... C'est un peu la position de Gaulle, d'ailleurs. Et De Gaulle, je pense que De Gaulle a besoin, en 1945, d'unifier tous les Français, et il ne va pas commencer à faire de l'épuration. Dieu sait s'il y en a eu. Pas forcément, d'ailleurs, par les gens qui étaient plus à même de le faire. Mais il a besoin de faire croire aux Français, pour que l'économie reparte, pour qu'il n'y ait pas des règlements de compte dans toute la France. Donc, en gros... et ça, c'est mon mari qui a beaucoup plus travaillé que moi sur De Gaulle. Il fait on en parlera demain. Voilà, un certain nombre de discours qui est la flamme de la résistance ne s'éteindra jamais. Nous étions tous. C'est très bien que c'est pas vrai. Et ce mémorial d'ailleurs, qui 400 000 résistants sur 41 millions de personnes. Mais je pense que c'est nécessaire. Enfin, je suis certaine qu'il a trouvé que c'était nécessaire. Et d'ailleurs, quand il y a toutes les manifestations le 10 et 11 novembre 60 dans toute la France pour fêter la victoire. Et lui, il considère que c'est la victoire d'une guerre de 45, ce qu'il appelle une guerre de 30 ans. C'est-à-dire qu'il englobe 14-18. Il interdit les banderoles. Il ne veut pas qu'il y ait des banderoles avec le PC, avec les socialistes, avec je ne sais pas quoi. Il veut que ce soit toute la France unie. Ça, oui, parce que tout le monde veut effectivement sa part, j'ai envie de dire, de cette... tout le monde fait de la politique, y compris dans la résistance dès le début. Mais lui a besoin de faire croire à la France unie. Donc, il fait tout pour cela. Et c'est son intention, d'ailleurs, quand il veut construire ce mémorial, il n'aura pas le temps en 1945. Mais oui, alors, il veut construire son mémorial pour pas que ce soit les communistes qui disent c'est nous les résistance, parce que dans la clairière du Mont Valérien, c'est un haut lieu de mémoire des communistes. Donc lui, il veut son monument pour s'inscrire dans l'histoire et que dans 50 ans, les communistes ne nous disent pas c'est nous qui avons libéré la France, même si c'est en partie vrai, et qu'ils oublient opportunément le pacte germano-soviétique qui fait que pendant un an, ils n'ont pas pris part à la résistance puisque Staline avait signé avec Hitler. En 1946, il est battu. Il faudra attendre 1958 pour que ce mémorial, quand il revient au pouvoir, ce mémorial voit le jour et qu'il l'inaugure donc en grande pompe, disais-je, en 60. Il y a des images qu'on retrouve facilement de ce moment-là. Et donc, vous pensez qu'il savait que ce... Alors, je reviens au fait, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure. On se rend compte un peu dans la précipitation la veille du 18 juin, donc le 17, ah ben mince, il y a ce fameux Robert B dans le caveau numéro 4. Et alors là, branle-bas de combat. Ah oui, il faut le sortir. Puis il faut le sortir discrètement. C'est ça, vite et discrètement. Attendez, vous ne pouvez pas imaginer que De Gaulle arrive et puis qu'au vu et su de tout le monde, on dise... Bon, alors, bon, il n'y en a pas 15, là, il y en a 14, parce que ça fait 15 ans qu'on honore quelqu'un qui est un collabo, donc ils le sortent, et puis ils laissent l'inauguration se faire. Ils ne ferment pas toutes les dalles dans lesquelles il y a des cercueils. Il y a d'ailleurs des scènes à coucher dehors, parce que donc ils cherchent en panique un autre corps. Ils cherchent un autre corps qui soit le corps de quelqu'un de bien. Oui, parce qu'il fallait répondre à... Ils ne peuvent pas se permettre de prendre n'importe qui. On cherche la personne, et puis on est quand même dans un pays de droit. Il faut un permis d'inhumer, puis il faut transporter le corps, et puis il faut que alors là, la famille, comme il se trouve que c'est un colonial, la famille, je pense qu'on s'assoit dessus. Ils le font rentrer, ils ne le disent pas. On gratte le nom de l'autre sur le monument, on regrave l'autre, et puis ils ne savent pas grand-chose sur le nouveau, parce que c'est un homme qui est mort très jeune, ils ne savent pas sa date de naissance précise. Ils croient qu'il est né en 21. Même les traces dans son livret militaire sont très, très petites, très faibles. Et il y a des courriers très drôles du conservateur du Mont Valérien qui... Alors vous imaginez, vous avez 14 personnes, enfin 14 corps, pardon, qui sont dans le Mont Valérien. Vous avez un trou pour le 15e. Et les familles des gens qui sont au Mont Valérien veulent aller rendre hommage à la dépouille de leurs proches. Et on leur dit interdiction de rentrer. Alors, ça va une fois, deux fois, au bout de 15 ans. Bon. Et interdiction de rentrer, il y a mais c'est pour ça que la France, c'est génial. Il y a un entrepreneur, M. Berthier, qui est là et qui dit vous allez avoir des pénalités si je ne peux pas fermer le caveau.
Donc le conservateur s'énerve en disant mais dépêchez-vous de me trouver un corps parce que autrement ça va commencer à revenir cher. Vous imaginez les ouvriers qui sont là qui se disent il arrive quand pour refoutre les trucs dans le caveau. Je rajoute que l'entrepreneur dit ça, il commence à y avoir de la mousse partout, ça va devenir dégoûtant, et le conservateur qui dit écoutez moi je sais plus quoi faire avec les familles, faut que je les renvoie, trouvez-moi vite. Voilà, bon ça sera réglé au bout de 4-5 mois, on trouvera l'autre personne. Et on le mettra à cet endroit-là. Et tout ça, lui n'aura droit à aucun hommage public, le pauvre. Mamoulkede. Mamoulked. On ne sait pas son prénom. Je crois que ses parents, enfin, sa famille n'est pas connue. Enfin, n'est pas connue, n'est pas identifiée. Et tout ça. Et quand vous regardez sur Internet, vous avez un passage de mon ami B à Mamoulked, sans explication. Comme ça, il y a un mec qui part, il y a un autre qui arrive, on ne sait pas. Pourquoi ? D'ailleurs, il n'y a rien sur le site internet du mémorial. Non, mais ils ont été très, très bien, ils m'ont aidé. Ils ne m'ont pas du tout dit, mais pas du tout, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Non, tous les historiens aujourd'hui sont normaux. Enfin, normaux, ce que je veux dire, c'est que... honnête. Ça les fait marrer. Enfin, ça les fait marrer. Sur le fond, l'histoire n'est pas dramatique. Elle peut être symboliquement violente pour la famille, elle aurait pu être ridicule pour De Gaulle et la résistance, juste ridicule. Mais en soi, c'est à côté de la guerre, donc je ne raconte pas une histoire de quelqu'un qui est mort pour les autres, je raconte juste une histoire absolument ridicule de commémoration. C'est pour ça que je me suis permis d'essayer d'être drôle et de faire ça. En policier, j'aurais pas fait un roman policier si c'était agi de quelqu'un qui avait été déporté ou dénoncé par ses voisins. C'est juste parce que, et j'en arrête là, autant dans d'autres monuments, on a vu des allers-retours. Par exemple, au Panthéon, Marat est resté quelques semaines. Pourquoi ? Parce que à l'époque de Marat, on pense que c'est un type formidable pendant la Révolution, d'une grande humanité. Et après, évidemment, les autres pensent que c'est... Donc ils se disent, on ne veut plus de celui-là. Mais c'est parce que le choix est politique. Quand c'est un usurpateur, si j'ose dire, c'est-à-dire que être décoré, si ça veut dire encore quelque chose dans la symbolique, être décoré, être honoré, c'est quand même... Et surtout, siéger. À cette époque-là. On ne siège pas parce qu'on est mort, mais autrement, rien n'a plus de sens. C'est quand même quelque chose qui est, je pense, difficile à supporter. Ça n'est pas dramatique, mais je trouve, symboliquement violent. Je reviens, tout à l'heure, vous disiez que vous n'aviez pas d'imagination. Je vais contester un petit peu cette affirmation, si vous me permettez, Nathalie Saint-Cricq, parce que je ne sais pas ce qu'on boit chez les Saint-Cricq du Hamel, mais dans votre livre, les oiseaux et les chats parlent. Pensent, bon ça c'est jusque-là c'est assez normal, ils parlent, le chat lit La Fontaine, ça aussi c'est assez normal. Ça je vais vous raconter. Bon, alors, pourquoi j'ai fait un chat qui parle ? Chabouk. D'abord parce que j'ai toujours vécu avec des animaux. Et je trouve que, alors là ça va paraître à la fois pompeux et ridicule, dans certaines pièces de théâtre, il y a le chœur antique. C'est-à-dire le chœur antique exprime une espèce de point de vue. Donc je mets dans la bouche du chat, parce qu'il faut bien que je la mette dans la bouche de quelqu'un, un certain nombre de réflexions que toute personne normale se ferait. Du genre, ils vivent avec Désiré, Désiré va se marier, et le chat, ça l'enquiquine, et puis il n'a pas envie d'aller à la cérémonie à l'église en disant je ne veux pas payer à la quête, il m'emmerde, et puis il dit oh là là, ça va être horrible la maison si en plus il y a des mioches, ils vont faire du bruit. Bon, donc le chat est une espèce de point de vue de bon sens. Le serin aussi, mais... Bon, Albert. Mais c'est pas grand-chose. C'est un peu comme dans... c'est pas aberrant. Enfin, je l'ai fait lire à plein de gens avant qui n'ont pas trouvé que c'était... Non. Je ne suis pas devenue dingue. En revanche, mon mari un jour qui relisait, je fais lire effectivement... Le chat est très indépendant. Et ce chat, il passe son temps, même quitte à rien manger, parce qu'ils sont pauvres, à bouffer des vieilles souris dans la rue ou à ramener des choses.
Et à un moment donné, je dis effectivement, il venait de lire Les Fables de La Fontaine, son auteur préféré, et je fais une allusion au loup et au chien, avec un chien qui préfère être servile, enfin être tenu et qui pour manger bien plutôt qu'un loup qui préfère la liberté. Et mon mari me dit le matin, il me dit, t'as dû te tromper. Tu t'as dit que c'était le chat qui lisait La Fontaine. Je lui dis non, j'ai fait exprès. Ça n'est pas du tout que j'étais ivre-morte ou que j'avais fumé le canapé. Voilà, mais c'est juste des toutes petites fantaisies. Qui sont très agréables. On s'amuse beaucoup à la lecture de L'ombre d'un traître, même si le sujet... mais vous savez rendre les choses... ce talent de conteuse que vous avez vraiment, ce goût de l'écriture maintenant qui vous est venu, c'est parti, cette envie ne se tarira pas. Vous avez envie de cultiver ça, de trouver d'autres sujets. C'est peut-être déjà en cours d'ailleurs. D'abord, ça m'occupe beaucoup, la tête, ce qui parfois est très nécessaire pour ne pas ruminer des pensées noires. Quand je fais ça, je pense à rien d'autre et je peux me déplacer dans le temps, dans l'espace, mais dans le temps surtout, à une époque où les choses étaient peut-être dans ma vie différentes, c'est-à-dire où mes parents étaient là, où voilà, mais enfin bon. Donc c'est une forme de... Comment dire ? C'est comme si je faisais un voyage ou que je rêvais. J'aime bien ça. Ensuite, sortir en rencontrant des gens parce qu'on a écrit quelque chose, c'est extrêmement agréable. C'est autre chose que de parler devant une caméra où finalement le contact humain est assez limité. Et puis, ouais, j'aime bien ça. Voilà. Mais il faut que je me trouve des sujets. Parce que si je veux continuer faire des choses un peu originales que tout le monde ne sait pas, c'est pas... faut vraiment que je jacasse avec un tas de gens pour essayer de découvrir des histoires, exhumer des histoires. Et dans la vie politique que vous connaissez si bien depuis tant de temps, vous n'avez jamais trouvé une idée ou pas encore ? Je laisse ça à Patrice Duhamel, mon mari, Alain Duhamel, mon beau-frère, et plus tard mon fils, Benjamin Duhamel. C'est ça, Benjamin Duhamel. Non, moi, j'écrirai jamais sur la politique. Franchement, ça m'intéresse pas assez. Et puis, je pourrais écrire 10 pages, mais au-delà de la 10e, je pense que je serais non pas l'angoisse de la page blanche, mais l'ennui de la page écrite. Mais eux, ils connaissent bien des histoires qui sont anciennes. Moi, c'est vraiment pour me changer. Là, je suis plutôt je travaille sur un fait divers. Parce qu'il faut que ça vous intéresse, que ça vous amuse aussi. Ah bah attendez. Vous êtes la première lectrice. Ah oui, non, mais c'est surtout qu'il faut passer quand même du temps. Il faut quand même passer 4-5 heures par jour. Ou par nuit. Ou par nuit. Moi, c'est plutôt la nuit. Pas tous les jours, mais au moins 5-6 jours par semaine. Et puis, si le sujet vous empoisonne au bout de 2 mois, ouais, je veux dire, quand on fait un livre, personne ne vous l'a demandé. Enfin, c'est pas un livre de commande, donc si on le fait, c'est qu'on a envie de le faire. Et s'il se trouve qu'on n'a pas envie de le faire au bout d'un moment, ça sert à rien de se martyriser. Il faut mieux aller au cinéma ou aller se balader. Bon. Donc, il faut vraiment qu'on tienne le coup. Moi, à la fin, Clémenceau, j'en avais marre. Hein. Parce que d'abord, non seulement j'en avais marre parce que j'écrivais. Oui, parce que vous avez vécu combien de temps avec lui ? Clémenceau, 1 an et demi. Et alors, en plus, je devenais navrante pour mon entourage, mes enfants, mon mari, mon frère, que je ramenais tout à Clémenceau. C'est-à-dire, c'est que je faisais un truc banal. Il y avait l'anniversaire de quelqu'un, je disais, Clémenceau détestait les anniversaires. Bon, jusque-là, ça va. Clémenceau avait du diabète. Allons-nous arrêter de fumer ? Clémenceau a arrêté de fumer en 1912. D'accord. Alors, au bout d'un moment, il se fichait de moi en disant, est-ce que Clémenceau... Ça devenait un peu obsessionnel. Est-ce qu'il allait au pressing ? Clémenceau n'avait, dans sa maison, quand on lui disait où est la salle de bain, il montrait la mer. Il disait, voilà ma salle de bain. Quand on sait que Clémenceau n'aimait pas l'eau et ne se baignait pas, on peut se dire que l'hygiène de Clémenceau était peut-être un peu douteuse. Donc, une fois que j'ai fait tout ça, après je les ai saoulés avec Robert B. Et alors Marie-Flavie, sa femme... était une des premières femmes à porter plainte au commissariat parce qu'on la battait. Voilà. Donc après, là, ils sont contents qu'il y ait une petite pause. Vous avez trouvé un trépied à Paris ou pas encore ? Non, mais attendez. Moi, j'en ai pas besoin. Mais c'est vrai que c'est une profession qui disparaît, trépied. Ben oui. Et j'ai les souvenirs, moi, quand j'étais petite, qu'il y en avait encore. Oui, il y a plein de métiers qui existaient encore. Ramoneur, rémouleur. Et
Oui, je me souviens de la fraise de veau. Oui. Et je me souviens de tout ça. Et j'ai essayé de voir, de regarder en 60 comment on s'habille, ce qu'on écoute, ce qu'on mange. Vous parlez de Marie-Flavie, effectivement, puisque vous avez trouvé plein d'éléments la concernant. Effectivement, il y a de quoi s'interroger sur cette femme qui elle a une vie privée assez désastreuse, la pauvre. Elle n'a pas eu de chance. Tous les maris qu'elle a eus, à part peut-être Robert B, finalement, c'est celui avec lequel... parce qu'elle se marie et ses maris la battent. Ses maris boivent tout le temps, la battent tout le temps. Elle ne travaille plus. C'est elle qui doit bosser pour... eux, elle gagne tous ses divorces, elle porte plainte à chaque fois, ce qui montre quand même en 1930 un certain courage, parce que voilà, et elle subit des choses. Enfin, c'est quand même rare, parce que j'ai lu les actes de divorce. Non seulement son premier mari, dont j'ai enlevé le nom aussi parce que c'est un nom courant en Bretagne, non seulement son mari boit et la frappe, ne travaille pas, mais il ramène sa maîtresse à la maison. Ah oui. Bon, soit Marie-Flavie est assez à les idées larges, soit je ne sais pas ce qu'elle a, parce qu'elle tombe systématiquement sur... sauf Robert B, qui semblerait ne pas la battre tout le temps. Je ne suis pas du tout en train de rire avec le sujet des femmes battues, mais les descriptions dans le... Son deuxième mari, il a 2 enfants qui habitent à 50 mètres qu'il a eu pendant qu'il était marié avec elle. Avec une autre femme, évidemment. Donc, mais c'est surtout ce qui est étonnant, c'est en se remettant dans le contexte de l'époque, c'est qu'elle fasse la démarche d'aller porter plainte, c'est assez étonnant. Que cette plainte soit instruite. Mais je pense que c'est une femme dégourdie, très dégourdie, et qui réussit à leur faire payer des indemnités. Mais elle n'aura pas une expérience très heureuse avec les hommes. Et elle peut pas avoir d'enfants. Elle finit toute seule, d'ailleurs. Oui, mais toute seule, mais contente d'être toute seule, d'après ce que j'ai cru comprendre. Plutôt que mal accompagnée. Nathalie Saint-Cric, je rappelais, si besoin était, dans la petite introduction avant que vous me rejoigniez, cette place, ce rôle que vous avez aujourd'hui dans les médias et ce rôle d'observation de la vie politique. Quel regard vous portez sur la vie politique française aujourd'hui et si on se rapporte au thème des idées mènent le monde de cette année, ces raisons d'espérer, ce désamour, quand on parle de désamour des Français avec la vie politique, est-ce que c'est quelque chose que vous confirmez, que vous sentez toujours ou pas? Il y a plusieurs niveaux. Je pense qu'il n'y a pas de désamour du tout à l'échelon local. Je pense surtout au niveau du maire. Et je ne dis pas ça parce que je suis à Pau. Mais que les maires sont des gens qui soient de droite, de gauche, qui essaient de faire du bien à leurs administrés. Et c'est d'ailleurs un échelon politique qui est vraiment le préféré des Français. D'où une certaine mobilisation depuis quelques semaines quand les maires se font maltraiter et tout. Donc je pense qu'il y a une défiance plus grande vis-à-vis à l'échelon national, qui est en partie injuste. Je crois qu'il y a une conférence demain sur la réhabilitation des politiques, parce que honnêtement, ce sont des gens, alors pas tous, mais il n'y a aucune raison de jeter l'opprobre sur toute la classe politique. Et je ne dis pas ça parce qu'il y aurait une connivence du genre on se tient, journaliste politique, homme politique. Quand vous voyez des industriels, ou des chefs d'entreprise qui gagnent 100 fois ce que gagne un politique, avec une vie où de temps en temps, ils peuvent se parer en week-end, en vacances, des endroits de rêve et tout, alors que les autres, alors je ne dis pas qu'ils sont pauvres, loin de là, ils gagnent très bien leur vie par rapport au salaire médian en France. Mais c'est quand même des gens qui travaillent, parce qu'il y a des gens très bien. Enfin, moi, j'en connais, c'est peut-être pas les plus célèbres, mais des gens qui passent des heures à essayer de se battre pour que, dans la construction de la voiture électrique, il y ait tel accord et que ce soit pas les... Enfin, bon, j'en connais, et il y en a même pas mal. Deuxièmement, ils sont criblés de A à Z, je pense financièrement, sur leur patrimoine, surtout. Ils sont bien évidemment criblés sur leur vie privée, c'est-à-dire qu'on exige d'eux, ça je ne comprends pas, avec toutes les photos qui peuvent traîner, ou tous les trucs sur Twitter, on exige d'eux une vie
pas monacale, mais enfin, il y a le moindre mec qui se fait prendre avec une autre femme, c'est franchement pas très intéressant. Et puis si on avait pris même Henri IV, Ah ben alors là... si on l'avait pris sur le registre de la fidélité, je pense que ça ne serait pas bien passé. Est-ce que c'est ça qui a changé principalement? Alors, je pense que le personnel politique est devenu plus faible. C'est-à-dire qu'on n'a pas les grandes personnalités, quelles que soient les idées. On a eu des personnages qui étaient assez flamboyants et qui étaient des grands personnages. Je pense aujourd'hui, on est tombé un peu plus sur des gens, mais ça c'est peut-être des gens qui... Il n'y a pas de normaliens, enfin il n'y a pas de gens qui peuvent vous réciter 3 poèmes. Enfin, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Manque de culture de la classe politique? Oui, mais est-ce que c'est utile de réciter 3 poèmes? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce sont des gens qui sont plus ennuyeux qu'avant. Pour moi. Mais peut-être que c'est moi aussi qui vieillis et que le côté c'était mieux avant, je suis en train de le développer. C'est quand même un très mauvais signe. Parce qu'en général, quand on commence à ressasser des trucs comme ça, on n'est pas loin de l'EHPAD. Donc, si vous voulez, il y a ça. Il y a le fait que je pense que les plus brillants n'ont pas envie de faire de la politique. Parce qu'on se prend trop de coups dans la figure, on est trop exposé et que le jeu n'en vaut pas, comme on dit, la chandelle. Mais ils méritent mieux, les politiques. Et surtout, le truc qui m'exaspère, enfin, à titre personnel, c'est sur les rémunérations des politiques. Quand vous voyez que, pour les maires, leur rémunération est indexée sur le nombre d'habitants. Tout à fait. Et qu'on sait que, j'imagine bien que quand on a 1 million de sites de gens à gérer, c'est plus lourd que quand on gère un village de 200 personnes. Mais l'idée, par exemple, que l'indemnité, quand on est, je crois, en dessous de 300 habitants, on est 1 000 € par mois, tout en sachant qu'on... Alors que les emmerdements... Oui, mais oui, parce que plus la ville est petite, plus on appelle le maire. Exactement. Quand on a un problème. Quelquefois, moins il peut répondre, parce qu'entre l'agglo et les... Enfin, nous, ils nous disent, quand on fait des reportages, on se fait engueuler parce que le cimetière n'est pas comme ci, n'est pas comme ça, mais c'est pas nous. Ça se passe au niveau de l'intercommunalité, où ça se passe pas chez nous. Les mecs se font engueuler sur tout. J'ai appris récemment qu'il n'y avait pas de cotisation retraite sur l'indemnité de maire. C'est-à-dire qu'ils ont un trou dans leur vie en termes de cotisation. Et 1 000 €, ça leur prend beaucoup de temps. Ils ne peuvent pas faire un autre boulot à côté. Donc, si on avait le courage de ne pas être démago et de dire, au lieu de dire les politiques sont pourris, s'en mettre plein les poches, voilà, si on disait au moins certains, il faut les payer bien parce qu'ils le méritent, et puis s'ils font mal leur boulot, ils sont virés. Hein. Il y a des élections, c'est fait pour ça. Accessoirement, le cumul des mandats, le non-cumul des mandats, fait que j'ai un peu l'impression qu'on a une partie de la classe politique un peu détachée des réalités, une autre partie très attachée aux réalités. Et je pense que quand on vote une loi sur le logement, sur n'importe quoi, le fait d'avoir une permanence municipale en voyant débarquer une femme battue à 11h du soir et en se disant est-ce que c'est elle qui doit partir de chez elle ou son mari, et si oui, je la mets où? Et j'ai pas ci, j'ai pas ça. Quand on a une usine qui ferme et qu'on pense que c'est bien d'aller travailler à 90 km, mais que si vous avez eu une permanence, vous avez quelqu'un qui dit j'ai toute ma vie ici, j'ai acheté ma maison, ma femme, je pense que ça donne une épaisseur, une expérience, qui est quelque chose qui, à mon avis, est assez nécessaire. Donc... voilà, mais il faut un peu réhabiliter la politique, et il y a des choses très très bien. Peut-être la télé montre des choses restreintes, mais moi ça m'est arrivé plusieurs fois de lire des rapports parlementaires faits par l'Assemblée ou par le Sénat, en général avec quelqu'un de droite, quelqu'un de gauche, c'est-à-dire que ce n'est pas une histoire de couleur politique, sur des sujets très pointus ou sur comment s'occuper des enfants de djihadistes rapatriés, où les placer, dans quelle famille, comment les surveiller.
Oui, ça va très très loin. Bilan du service national universel, avec des gens qui cherchent, des gens qui... Et on apprend un certain nombre de choses. Les salles de shoot, est-ce qu'il faut mieux en mettre ou pas en mettre à ces endroits? Est-ce que ça soigne des gens ou ça les aide? Il y a plein de choses passionnantes. Et ils font ça très bien, ils auditionnent. Donc il y a plein de gens qui sont de bonne volonté. Bon, ou alors je suis complètement niaise. Je sais pas. Faut choisir. CQFD, merci beaucoup Nathalie Sacri pour ce moment. L'ombre d'un traître. Merci à vous. Et merci à vous. Et continuez de nous éclairer aussi par vos éditos et vos analyses politiques. Merci. Merci beaucoup.